De retour à Paris, Claude découvre les paysages urbains. C'est en partie à Jonquind, auquel il a consacré une longue étude, que Zola emprunte un tableau rêvé de Claude. Une vue de la cité entre ses deux quais, l'un tout vermeil d'une flambée de soleil, l'autre plongé dans l'ombre. Au-dessus des maisons assombries, les tours de Notre-Dame, resplendissantes, étaient comme dorées à neuf. Une péniche chargée de charbon luttait contre le courant terrible sous une arche du pont Notre-Dame. Mais c'est à Renoir qu'il doit le motif du pont des Arts, établissant un second plan très haut sur ses charpentes de fer, d'une légèreté de dentelle noire, animée du perpétuel va-et-vient des piétons sur la mince ligne de son tablier. Comme Renoir, qui avait peint l'ombre des passants traversant le pont du Carrousel au-dessus de lui, Claude pose son chevalet sous le pont des Saints-Pères, et sent la vie ardente de la ville couler sur sa tête. Son tableau imaginaire reprend très exactement la mise en page du peintre. En dessous, la scène continuait. On voyait les vieilles arches du Pont-Neuf. Une trouée s'ouvrait à gauche, une fuite de miroirs d'un raccourci aveuglant. Comme dans un montage cinématographique, Zola articule un deuxième tableau au précédent. Le long du Pont-Neuf, de grands omnibus jaunes, des tapissières bariolées, défilaient avec une régularité mécanique de jouets d'enfants. Tout le fond s'encadrait là, dans les perspectives des deux rives, les maisons des quais, à demi cachées par un bouquet de grands arbres, d'où émergeait, à l'horizon, une encoignure de l'hôtel de ville. Deux autres motifs au moins viennent de Renoir. Un bain froid laissant flotter au vent les drapeaux de toile grise qui lui servaient de toiture, et le fossé profond de la rivière, roulant des eaux de plomb, encombré de grands corps noirs, de chalands pareils à des baleines mortes. Les déchargeurs de charbon de Monet inspirent une autre vue de la Seine. Une double rangée de chalands et de péniches s'amarrait à ce bord de granit. Et pendant des semaines, il s'était appliqué à une étude. Des ouvriers déchargeant un bateau de plâtre, portant sur l'épaule des sacs blancs, laissant derrière eux un chemin blanc, poudré de blanc eux-mêmes. Tandis que, près de là, un autre bateau, vide de son chargement de charbon, avait maculé la berge d'une large tache d'encre. Là encore, Zola cite et corrige tout à la fois la toile qu'il décrit. L'œuvre de Monet est encore trop noire à son goût, c'est pourquoi il en imagine en quelque sorte le négatif. Moins connu, Guillaumin prête à Claude deux images du Paris qui travaille. Un lavoir, les châssis vitrés ouverts, et la scène à Bercy, reproduite par Cézanne, avec sa grue à vapeur hissant des blocs de pierre, avec ses tombereaux venant s'emplir de sable, avec ses bêtes et ses hommes tirant sur les pavés en pente qui descendaient jusqu'à l'eau. Une toile de Cézanne montrant le quai de Bercy, dont la grande berge pavée descend, encombrée de tas de sable, de tonneaux et de sacs, complète la vue géante du port Saint-Nicolas esquissée dans le roman. Mais c'est encore une fois à Manet que Claude doit l'œuvre de révolte qu'il présente au Salon après 3 ans de lutte. Il voulut le plein soleil qui chauffe à blanc le pavé dans la réverbération éblouissante des façades. Un fiacre cahoté, vague dans la vibration de la chaleur. Les pavés saignaient. Les passants n'étaient plus que des taches sombres mangées par la clarté trop vive. On reconnaît là les paveurs de la rue Monnier, où Manet a peint les ondes de chaleur qui montent du pavé, les passants qui semblent chanceler, comme ivres dans l'élément de flamme où s'esquisse leur silhouette. Ce coup de lumière intense décolore les tons et bouleverse toute la gamme chromatique, accentuant des bleus, des jaunes, des rouges, là où personne n'était accoutumé d'en voir. À force de refus, l'opposition de Claude aux conventions de l'école se radicalise. Il se met à exagérer ce principe scientifique qui fait découler des 3 couleurs primaires, le jaune, le rouge, le bleu, les 3 couleurs secondaires, l'orange, le vert, le violet. Dès lors, il compte sur le mélange optique qui se réalise mathématiquement non pas sur la toile, mais dans l'œil du spectateur. D'un rouge et d'un jaune juxtaposés naîtra expérimentalement un orangé. D'un rouge et d'un bleu naîtra un jaune.
La couleur matière des impressionnistes, qui faisait vibrer les complémentaires l'une contre l'autre, se transforme avec Seurat en une série d'équations de couleur-lumière. Dans une après-midi à la Grande Jatte, exposée en 1884, il en vient à substituer le système à l'intuition et limite sa palette aux couleurs fondamentales qu'il juxtapose par points infimes et discontinus sur la toile. À faire ainsi entrer la science dans la peinture, Claude perd la magie de ses tableaux bariolés de tous les tons de l'arc-en-ciel. Son originalité de notation si claire, si vibrante de soleil, tournait à la gageure, à un renversement de toutes les habitudes de l'œil, des chairs violâtres sous des cieux tricolores. Après le radieux printemps de la couleur, Claude revient enfin à la peinture à idées. Le symbolisme de Puvis de Chavannes et la névrose spiritualiste d'un Gustave Moreau envahissent son œuvre. Hanté par un regain de romantisme, il cherche à incarner son idée de la femme dans une allégorie archaïsante où l'on reconnaît d'abord une synthèse monumentale du pauvre pêcheur et des jeunes filles au bord de la mer. Sandoz demeura stupéfait en apercevant une barque très grande tenant tout le milieu de la composition et que 3 femmes occupaient. Une en costume de bain ramant, une autre assise au bord, les jambes dans l'eau, son corsage à demi arraché montrant l'épaule. La 3e toute droite, toute nue à la proue, d'une nudité si éclatante qu'elle rayonnait comme un soleil. On y reconnaît ensuite l'apparition, que Christine refuse avec un solide bon sens. « Mais regarde-la donc, ta femme, là-haut. Vois donc quel monstre tu viens d'en faire dans ta folie. Est-ce qu'on est bâti comme ça? Est-ce qu'on a des cuisses en or et des fleurs sous le ventre? Réveille-toi, ouvre les yeux, rentre dans l'existence. » Claude, obéissant au geste dominateur dont elle lui montrait le tableau, s'était levé et regardait. La bougie, restée sur la plateforme de l'échelle, en l'air, éclairait comme d'une lueur de cierge la femme, tandis que toute l'immense pièce demeurait plongée dans les ténèbres. Il s'éveillait enfin de son rêve, et la femme, vue ainsi d'en bas, avec quelques pas de recul, l'emplissait de stupeur. Qui donc venait de peindre cette idole d'une religion inconnue? Qui l'avait faite de métaux, de marbres et de gemmes, épanouissant la rose mystique de son sexe entre les colonnes précieuses des cuisses, sous la voûte sacrée du ventre? Tout le vocabulaire de cette scène, qui prélude au suicide de Claude, vient de l'aquarelle, exposée au salon de 1876 et maintes fois reprise par le peintre. Le geste dominateur de Christine reproduit celui de la femme vue d'en bas, qui désigne du doigt l'apparition dans le tableau de Gustave Moreau. Claude ayant posé la bougie sur son échelle, son idole, nimbée d'une lueur de cierge, semble suspendue en l'air. Enfin, les colonnes précieuses des cuisses, la voûte sacrée du ventre, évoquent l'architecture polychrome du temple byzantin imaginé par le peintre. Pendant que Claude sombre ainsi dans ses délires fin de siècle, les habiles accommodent la note claire aux grâces mondaines. Le portrait d'actrice de Fagerolles est à l'évidence inspiré du portrait de mademoiselle Samary, avec lequel Renoir avait été admis au salon de 1879. À travers le dialogue du journaliste Jory et de Bongrand, incarnation de Courbet dans le roman, Zola reprend tous les reproches qu'il fait aux épigones de l'impressionnisme. À propos, et Fagerolles, avez-vous vu son tableau? En voilà un qui vous pille. Jory loua le tableau. Est-ce que le sujet n'était pas moderne? Est-ce que ce n'était pas joliment peint dans la gamme claire de l'école nouvelle? Bongrand faisait un visible effort pour ne pas éclater, mais l'explosion eut lieu malgré lui. Fichez-nous la paix, hein, avec votre Fagerolles. Vous ne croyez donc plus bête que nature? Tenez, vous voyez le grand peintre ici présent? Oui, ce jeune monsieur-là qui est devant vous. Eh bien, tout le truc consiste à lui voler son originalité et à l'accommoder à la sauce veule de l'école des beaux-arts. Parfaitement. On prend du moderne, on peint clair, mais on garde le dessin banal et correct pour l'agrément des bourgeois. Et l'on noie ça de facilité. Oh, de cette facilité exécrable des doigts, de cette facilité coulante, plaisante, qui fait le succès et qui devrait être punie du bagne, entendez-vous? Et c'est toutes les stratégies des peintres modernes qu'interroge Zola. Fallait-il, comme Monet, bouder le salon et jouer les francs-tireurs dans des expositions indépendantes? Fallait-il, comme Manet, le défier, mais éviter de se compromettre avec les parias?
Fallait-il, comme Renoir, accommoder la note claire aux conventions pour y être admis envers et contre tout? C'est le choix de Fagerolles, le seul gagnant de l'œuvre. Claude, lui, fait un choix suicidaire. Comme Cézanne, il s'entête à vouloir mettre le jury dans son tort, mais il lui donne raison en s'exposant au colibé de la foule. L'idole, faite de métaux, de marbres et de gemmes, devant laquelle Claude finit par se pendre, consacre l'échec de la stratégie des impressionnistes. En désertant le salon, ils ont laissé les coudées franches aux habiles comme Gervex et à la contre-offensive idéaliste. Le suicide de Claude n'est donc pas, comme on le répète à l'envi, un coup bas du romancier contre le peintre, mais le symbole d'une révolution avortée. Il rappelle le texte inaugural de mon salon. Dès le début de sa besogne, Zola s'était heurté à une tombe, celle d'un peintre que le refus de ses toiles par le jury avait acculé au suicide. L'année suivante, il tentait de conjurer le refus de Manet à l'exposition universelle. Ce serait un véritable meurtre, un assassinat officiel, affirmait-il en vain. La fiction renoue donc par-delà les années avec les combats du critique qui rêvait de faire advenir le naturalisme en peinture. Mais il ne faut pas oublier que l'œuvre s'inscrit dans le projet initial des Rougon-Macquart, explorer tous les milieux à travers les avatars de la fêlure héréditaire. Dès 1868, l'artiste était pensé comme appartenant à un monde à part, où l'on rencontre, au hasard des accidents de l'hérédité, des génies, des prêtres, des prostituées et des assassins. Car Zola a compris, avec une lucidité quasiment psychanalytique, que l'œuvre était voisine de la folie. Le premier modèle de Claude est d'ailleurs non pas un peintre, mais le romancier lui-même. Avec Claude Lantier, je veux peindre la lutte de l'artiste contre la nature, toujours en bataille avec le vrai et toujours vaincu, la lutte contre l'ange. J'y raconterai ma vie intime de production, mais je grandirai le sujet par le drame. Claude ne sera pas un impuissant, mais un créateur à l'ambition trop large, voulant mettre toute la nature sur une toile et qui en mourra. Je lui ferai produire quelques morceaux superbes, puis je lui donnerai le rêve de fresques résumant toute l'époque, et c'est là qu'il se brisera. La réception de l'œuvre reste néanmoins problématique. Pissarro y voit un livre pessimiste, où tous font mauvaise besogne, et Monet un coup dur contre la modernité. Quant au petit billet que Cézanne a envoyé à Zola après l'avoir lu, il a été pris pour une lettre de rupture. Mon cher Émile, je viens de recevoir l'œuvre que tu as bien voulu m'adresser. Je remercie l'auteur des Rougon-Macquart de ce bon témoignage de souvenir, et je lui demande de me permettre de lui serrer la main en songeant aux anciennes années. Tout à toi sous l'impression des temps écoulés. La découverte toute récente d'un billet de remerciement pour l'envoi de la Terre, un an plus tard, montre qu'il n'en est rien. Mon cher Émile, je viens de recevoir de retour d'Aix le volume de la Terre que tu as bien voulu m'adresser. Je te remercie pour l'envoi de ce nouveau rameau poussé sur l'arbre généalogique des Rougon-Macquart. Quand tu seras de retour, j'irai te voir pour te serrer la main. Comme le note Alain Pagès, le ton n'est pas celui d'une lettre de rupture, bien au contraire. On ne vient pas serrer la main de quelqu'un qu'on a rayé de sa vie. Cézanne connaissait d'ailleurs trop bien le projet littéraire de Zola pour se formaliser de la fin de Claude. Il connaissait trop bien l'histoire de la peinture pour se sentir visé et pour ne pas identifier, dans les toiles fictives de Claude, des artistes qu'il connaissait par cœur. Mais, encore une fois, dès qu'il s'agit de Zola, la critique perd tout sens critique. En 2006, Bernard Fauconnier, dans la biographie de Cézanne, affirme que Zola, ne comprenant pas grand-chose à la peinture, devait nécessairement rester aveugle devant le génie de Cézanne. Philippe Solers affirme que Cézanne étant contemporain des Illuminations de Rimbaud, il ne pouvait coexister avec l'auteur des Rougon-Macquart, devenu à son sujet odieusement méprisant. Marcelin Plénet, en 2010, est plus radical encore. Pour lui, Zola a voulu détruire socialement et physiquement Cézanne, en faisant un raté, un fou. Il faudra un jour s'interroger sur la place que Zola occupe dans l'histoire idéologique de la littérature française, écrit-il.
sur la vulgarité du naturalisme dont il se fait le chantre, notamment à la fin de l'œuvre, et sur ce qui le rend aujourd'hui encore intouchable. Et pourtant, naturalisme et impressionnisme sont bien deux expressions jumelles d'une même esthétique. Au-delà des sujets de l'impressionnisme, c'est en effet une manière de voir que Zola partage avec ses amis peintres, une palette aux coloris subtils, une géométrie inédite de la mise en page, et jusqu'au pointillisme de la touche qu'épouse le rythme de la phrase. C'est ce que nous allons voir maintenant.